Chapitre 23. Art équestre. Mesdemoiselles, vous vous attendiez sans doute à ce que Madame Thérèse vienne vous annoncer les résultats de l'épreuve d'hier soir, déclare Madame de Chantilly à son entrée au dortoir. Seulement voilà, ce matin elle est, allée faire une course en ville. Autour de moi, les filles échangent des regards interloqués. Madame Thérèse est habituellement omniprésente, réglant chaque aspect de la vie des pensionnaires du lever au coucher, et d'autant plus en cette période de compétition. Son absence inattendue plonge chacune dans la perplexité, y compris le corps professoral. Chantilly se sent obligée d'affabuler pour ne pas avouer que la matrone a tout simplement disparu. Votre chère gouvernante s'est rendue chez sa modiste pour faire ajuster sa toilette avant l'épreuve équestre de ce soir, affirme-t-elle, s'enferrant dans son mensonge. Ou peut-être qu'elle a fini par suivre ton exemple et qu'elle s'est fait la malle pour vivre le big love avec un vampire, me glisse Poppy à l'oreille. Tout le monde sait qu'elle bave devant les immortels. Je m'efforce de sourire à ces sarcasmes, la gorge nouée, l'épaule encore douloureuse de la morsure de la gouvernante sous ma nouvelle robe. J'ai jeté au feu le bustier taché de sang hier soir en remontant au dortoir. Poppy ne voit-elle pas comme je suis blême? Et toutes les autres, ne perçoivent-elles pas mon malaise? Non, elles sont suspendues aux lèvres de Chantilly, les yeux rivés sur le parchemin qu'elle sort de sa poche. Après avoir ajusté ses besicles cerclés d'or, la professeure en entame la lecture d'un ton pompeux, comme lorsqu'elle déclame des odes et des panégyriques en classe. En ce 29e jour d'octobre de l'an des ténèbres 299, j'ai l'honneur d'annoncer les 6 candidates retenues à l'issue de l'épreuve d'art courtois, spécialement sélectionnées par la comtesse de Villeforge par appointement du roi. Sont retenues, je cite, Hélénaïs de Plumini. Toutes les têtes se tournent avec envie vers ma plus grande rivale, dont le visage rayonne d'orgueil. Proserpina Castlecliff. Il semble écrit qu'à la grande écurie, Hélé et Poppy marchent toujours dans les pas l'une de l'autre. Et ce matin encore, elles se disputent la première place du classement. Françoise des Escailles. Un cri de joie étouffé retentit à ma droite. La petite brune appliquée suit de près les 2 têtes de classe. Séraphine de la Patte-Bise. Plus que 2 noms, je songe, serrant secrètement la montre de maman dans la poche de ma robe. Marie-Ornella de Lorenzi. Plus qu'un nom. Diane de Gastefriche. Le nœud dans ma gorge se desserre subitement. Je suis prise. Les murmures feutrés de toutes celles qui comprennent que pour elles l'aventure s'arrête là se transforment en concert de lamentation. Les unes déplorent le souper trop tardif, les autres accusent le vin trop capiteux. Par bonheur, aucune des perdantes ne songe au véritable coupable, le café qui leur a fait perdre tous leurs moyens. Les principaux témoins ont disparu. Les rats ont terminé au feu et Madame Thérèse au fond du puits. L'écho glaçant de son hurlement me revient en tête, puis le bruit sourd de son corps percutant l'eau noire tout en bas. De combien de mètres est-elle tombée? 15? 30? Plus encore? Le long silence ayant suivi sa chute m'a convaincu qu'elle s'était tuée. « Assez de jérémiades !» déclare Chantilly, frappant dans ses mains pour rappeler les contestataires à l'ordre. « Que celles qui ont perdu se réjouissent. Vous avez quartier libre pour vous reposer jusqu'à lundi prochain, lorsque les cours recommenceront selon le rythme habituel. Et que les autres se préparent pour l'épreuve de ce soir. Le grand écuyer m'a chargé de vous dire que le carrousel aurait lieu dans le manège dès la tombée de la nuit. Vous l'effectuerez avec les 6 garçons sélectionnés, dont je vais vous révéler les noms. » Elle retourne son parchemin pour en déchiffrer le revers. Messieurs des Montesueño, de Longue-Dune, de Grand Domaine, de la Roncière, de la Strada et du Charlois. Si mon cœur a exulté à l'annonce de mon nom, il explose littéralement en entendant celui de Tristan. Mais ma joie est vite douchée par la fin de l'allocution de Chantilly. Le carrousel se déroulera en présence du marquis de Mélac, conclut-elle. Le ministre des Armées en personne se chargera de sélectionner les 3 meilleurs cavaliers et les 3 meilleures cavalières. Quel honneur pour vous! La professeure tourne les talons, me laissant méditer cette ironie cruelle. Il échoit au maître des assassins de ma famille
de décider si je vais pouvoir continuer la compétition ou pas. Sais-tu ce qu'il est advenu de Madame Thérèse ? La question de Naoko me prend de court. Dans le miroir de la salle d'eau, face auquel elle m'a assise pour me coiffer, son regard inquisiteur foudroie mon reflet. Ce soir, elle a épinglé mes cheveux sous un chapeau de dressage en feutre noir, doublé de satin, comme il sied pour une reprise équestre devant des membres éminents de la cour. « Comment pourrais-je le savoir ?» dis-je. « Tu es rentré bien après les autres au dortoir hier soir. Personne ne s'en est aperçu car il était tard et les autres filles dormaient à point fermé, surtout celles qui ont eu droit à ton café maison. Mais moi, comme tu le sais, j'ai le sommeil léger. » Je vois mon visage blêmir dans le miroir, devenir plus blanc encore que celui de Naoko, sous sa fine couche de poudre de riz. « Rappelle-toi ce que nous nous sommes promis, » me dit-elle, « de ne plus rien nous cacher. » C'était un accident, je balbutie. Thérèse est tombée dans le puits au sous-sol, et je n'ai rien pu faire pour la sauver. Naoko me dévisage en silence, comme si elle lisait dans mon esprit ce qu'il s'est passé hier, comme si elle voyait que j'ai laissé la gouvernante chuter sans tenter de la retenir. « De toute façon, c'était une horrible femme, » je m'écrie. « Elle méritait de mourir, pas vrai ?» Le visage de Naoko reste fermé comme une porte de prison. « Je ne l'appréciais pas plus que toi, » dit-elle froidement. « Mais qui es-tu, Jeanne ou Diane, pour décider qui mérite de mourir ? Thérèse était aussi cruelle que Lucrèce. Tu les as vues toutes les deux s'acharner sur cette pauvre Toinette. Je le dis et je le répète, ces deux gargouilles méritent de crever. » Les lèvres me démangent de révéler à Naoko que les jours de Lucrèce sont comptés. Comme tous les écuyers du roi, elle périra sous les lames des frondeurs embusqués au château. Mais je ne dis rien, car Naoko ignore tout du projet de régicide. Elle en est restée à l'idée que je veux juste assouvir une vengeance personnelle contre Alexandre de Mortange. « Toi aussi, tu es cruelle, » me rétorque-t-elle. « Ta soif de vengeance tourne à l'obsession morbide. La mélancolie te dévore. Tu parles de la vie humaine comme une vampire. Attention à ne pas devenir tout ce que tu détestes. Ce serait une revanche trop cher payée, Jeanne. » « Aucun prix n'est trop élevé pour venger les miens, tu entends ? » Je gronde en me levant de ma chaise, excédée par les accusations de Naoko. D'ailleurs, cette conversation me file mal au crâne. Je ferais mieux d'aller à l'écurie pour me préparer au carrousel. La nuit tombera dans moins d'1 heure, et je me suis assez pomponnée comme ça. À mon entrée dans l'écurie, l'odeur puissante des chevaux m'enveloppe comme une vague, dissipant mes états d'âme, balayant mon mal de tête naissant. La présence frémissante des grands équidés me renvoie à ma propre part animale, ma part sanguine, celle qui prenait possession de mon corps lors de mes chasses en forêt. Fuir ou combattre, tuer ou être tué. Dans la nature, le choix se résume à des alternatives simples, pures, qui ne s'embarrassent ni de remords ni de regrets. Je fends les ombres en direction de la stalle de Typhon, mes bottes d'équitation foulant le sol garni de paille. La croupe puissante de l'étalon m'apparaît. Les reflets rouges sombres de sa longue échine nue luisent dans la lumière du soir, qui filtre à travers les hautes fenêtres. Contre toute attente, Typhon n'est pas encore scellé, ni même pensé. À moins d'1 heure du carrousel, je me serais pourtant attendue à ce que les palefreniers commencent à le préparer. « J'ai été aussi surpris que toi en descendant voir Fuego », résonne une voix derrière moi. Je me retourne, plissant les paupières pour percer la pénombre crépusculaire. Une silhouette sombrement vêtue se détache faiblement, celle de Raphaël de Montesueño. Il se tient dans la stalle en face de la mienne, la main posée sur l'encolure de son petit pur-sang noir. « Je crois que nous n'allons pas monter nos chevaux habituels ce soir, » murmure-t-il. « Ou plutôt, j'en suis sûr. »« Que veux-tu dire ? » ?»« Les palefreniers n'ont préparé aucune monture. Je le sais, car j'ai passé l'après-midi à l'écurie, en compagnie de mon fidèle Fuego, qui m'a accompagné depuis l'Espagne. C'est le lieu où je me sens le mieux dans cette école. Et c'est aussi celui où tu as le plus de souvenirs, je songe, repensant au rendez-vous nocturne de l'Espagnol et de l'Indien, dont Naoko a été témoin. Il semble que Melak amènera avec lui les chevaux que le roi a choisis pour nous, reprend-il. Des animaux auxquels nous ne sommes pas habitués. Ça ressemble bien à l'immuable, déstabiliser ses sujets en permanence pour mieux les dominer. Comme hier soir,
quand Madame Thérèse t'a obligé à saigner cette pauvre Toinette devant tout le monde. Je suis sûre qu'elle a eu l'aval du roi. » Je hoche la tête, prise d'un élan pour cet étranger qui ose critiquer l'ordre implacable de la Vampiria, et qui n'a pas hésité à verser son sang pour épargner une servante. Se pourrait-il qu'il appartienne lui aussi à la Fronde? Sans doute pas, Tristan me l'aurait dit. Mais je sens qu'il pourrait être recruté. « Si tu savais comme je m'en veux d'avoir fait subir ça à Toinette, » je lui confie, cherchant à le tester. Aucun roturier ne mérite un tel traitement, quel que soit le larcin commis. C'est vil et injuste. La Magna Vampiria tout entière est bâtie sur l'injustice, me répond Raphaël sans ciller. Son aplomb me désarçonne. Une telle affirmation pourrait lui valoir l'exclusion de la grande écurie, ou tout au moins un blâme. Le fait d'afficher si ouvertement ses convictions me le rend plus sympathique encore. Je me souviens soudain qu'il est dans le peloton de tête de l'aile des garçons. Si c'est lui qui est sélectionné pour la gorgée du roi, dans 2 jours, et que nous nous retrouvons ensemble dans la chambre mortuaire, aurais-je le cran de le tuer? Surage n'en vaut pas la peine, je déclare à brûle-pourpoint. Les yeux de Raphaël s'écarquillent dans la pénombre des stalles. Je sens mes joues s'enflammer, honteuse de mon indiscrétion. Et pourtant il faut que je parle. Il faut que je le dissuade de risquer la mort pour un garçon qui périra avant la fin de la semaine, comme tous les écuyers. Je sais qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux, dis-je précipitamment, sans mentionner les confidences de Naoko pour ne pas la compromettre. Il détourne les yeux, gêné. J'ignorais que ça se voyait autant que ça. Je ne l'aurais pas deviné toute seule, mais j'ai entendu Surage converser avec Lucrèce l'autre soir après la gigue. Je m'efforce de maîtriser ma respiration qui s'emballe, à mesure que j'invente un mensonge qui va peut-être sauver la vie de Raphaël, mais briser son cœur. J'avais oublié un ruban dans la salle de gala. Voilà pourquoi je suis redescendue. Dans l'embrasure de la porte, j'ai écouté à la dérobée la conversation des 2 écuyers. Un badinage amoureux, doublé de cruel sarcasme. Au-dessus du col rigide à la mode de la cour d'Espagne, le visage de Raphaël se fige. Entre les baisers dont il couvrait Lucrèce, Surage se moquait de toi, dis-je, ayant douloureusement conscience que chacune de mes paroles est comme un poignard plongé dans la poitrine de Raphaël. Il disait à sa compagne à quel point tes regards en amoureux l'amusaient. Oui, c'est le mot qu'il a utilisé pour parler de toi. Un amusement. C'est tout ce que tu as été pour lui, quand il était pensionnaire de l'aile des garçons, privé de filles. Mais maintenant qu'il est avec Lucrèce, tu ne lui inspires plus que des ricanements pleins de mépris. Je prends une grande inspiration, rassemblant mes forces pour porter le coup de grâce. J'aurais préféré garder tout ça pour moi, mais mon devoir est de t'empêcher de commettre une terrible erreur. Je me doute que tu ne concours pas à la gorgée pour servir un royaume que tu juges injuste. Ça n'aurait pas de sens. C'est pour retrouver ce garçon que tu t'es lancé dans la compétition. Mais tu n'es plus rien pour lui, tu m'entends? Plus rien du tout. Tout au long de ma tirade, le visage de Raphaël est resté immobile. Il a tout encaissé, stoïquement, sans que ses sourcils ne tressaillent. Mais ses doigts aux ongles vernis de noir se sont accrochés à la longue crinière ondulée de son pur sang, tels ceux d'un naufragé à un cordage. « Merci pour ta franchise », finit-il par murmurer. « C'est le moins que je puisse faire, » dis-je, ravalant le goût amer de mon mensonge. « Tu vois, tu n'as aucune raison de faire tous ces efforts pour un ingrat. Ne t'inflige pas l'humiliation de le rejoindre dans la garde du roi. Oublie-le. Tombe amoureux d'un autre qui saura t'aimer comme tu le mérites, et vis ta vie. » Je lui souris chaleureusement, en songeant à cette vie que, par mes paroles trompeuses mais bienveillantes, j'ai peut-être épargnée. Raphaël, lui, reste de marbre dans son habit sombre. « L'oublier, je ne pourrai jamais, » dit-il, d'une voix dont la gravité efface aussitôt le sourire sur mon visage. Là-bas aux Indes, je sais que Surage a vécu des aventures avant de me rencontrer. Il est sensible au charme des filles comme à ceux des garçons. Peut-être qu'il ne pourra jamais m'aimer comme je l'aime, moi. Peut-être qu'il a vraiment trouvé dans les bras de Lucrèce quelque chose que je n'ai pas pu lui offrir. Peut-être que ce que nous avons vécu tous les deux n'a été pour lui qu'un amusement. Ses yeux verts étincellent d'un éclat farouche. Ou peut-être qu'il se sent obligé d'en parler ainsi, pour nier ses sentiments et ne pas déplaire au roi. En tant qu'envoyé du Maharaja, il se doit d'avoir un comportement irréprochable,
Il en va des relations diplomatiques entre la Magna Vampiria et le royaume de Jaipur. Raphaël pousse un long soupir, plein de colère rentrée. L'immuable voit d'un très mauvais œil tout ce qui sort de la norme et qu'il considère comme un défi personnel à son autorité. Comme si ce fossile vieux de 300 ans pouvait décider qui j'ai le droit d'aimer ou pas. La faculté condamne les relations du même sexe, y voyant un vice qui nuit à la reproduction du cheptel humain. Comme si on ne pouvait aimer que pour produire toujours plus de sang frais afin de nourrir les vampires. Les archiâtres et les inquisiteurs qualifient l'amour entre garçons ou entre filles d'abomination digne du bûcher, au même titre que les striges. Comme si le sentiment pur que j'éprouve toujours pour Suraj était un monstre horrible à abattre. Dans la quiétude de l'écurie, peuplée des lourdes respirations des chevaux, la voix de Raphaël s'est elle aussi gonflée en un souffle animal, viscéral. « Je ne sais pas pourquoi je te dis tout ça », lâche-t-il soudain, reprenant le contrôle de lui-même après l'avoir perdu pendant quelques instants. « Sans doute parce que j'ai senti que tu avais davantage d'empathie que bien des pensionnaires, mais je ne peux pas te demander de me comprendre. »« Si, je te comprends !» je m'exclame, emportée par l'émotion. Je voudrais lui dire que je comprends ce que ça fait de vivre dissimulé, que je comprends la rage d'être différent et le désir de renverser une société arbitraire. Mais bien sûr, je n'en fais rien. Je ne peux que poser ma main sur son épaule et la serrer fort pour lui communiquer tout mon soutien. « Merci », murmure-t-il. « Ça me touche. Et si tu me comprends vraiment, comme tu le dis, tu comprendras aussi que je dois concourir à la gorgée. Pour prouver à Suraj que j'en suis capable. Pour me prouver que j'en suis capable. Et pour lui demander en face, d'égal à égal, s'il n'y a vraiment plus rien entre nous. » Je vacille, sentant que tous mes efforts pour détourner Raphaël de cette compétition funeste ne pèsent rien face à la force des sentiments qu'il éprouve encore. À ce moment, un furieux bruit de cloche résonne derrière les murs épais de l'écurie. C'est le tocsin. « Il est temps de nous rendre au manège », dit Raphaël. Il détache ses doigts des longs crins du cheval qu'il a suivi depuis la lointaine Espagne jusqu'à la froidure de Versailles. Un exilé comme lui. « Nous ne ferons pas équipe ce soir, mon vieux Fuego, » dit-il en lui flattant une dernière fois l'encolure. « Souhaite-nous bonne chance, à Diane et moi. » Le pur sang émet un souffle long et doux à travers ses naseaux, dégageant un petit nuage de vapeur, comme un encouragement ou une bénédiction.